Un climat torride, une étendue vide, une terre morte. Depuis la fin du 19e siècle, les 4 millions de kilomètres carrés du Sahara sont abandonnés aux coqs gaulois pour qu'ils puissent y gratter le sable à loisir. La vie, cependant, n'est pas tout à fait éteinte. L'introduction du chameau fut le premier bouleversement apporté aux conditions de vie du désert. L'ère des grandes caravanes est à présent révolue. Pourtant, le désert des déserts, c'est aussi ne pas manquer de charme. Et voici que le paysage s'anime. Des tentes de nomades se sont groupées. Quel est le mystérieux aimant qui les a fixés un instant? C'est le puits. La course au pâturage s'est arrêtée autour du point d'eau. Les pasteurs s'affairent, les animaux attendent. Ce puits, c'est la source même de toute vie. Le troupeau est là de marche et de chaleur, avidement les bêtes se désaltèrent. Elles se disputent l'abreuvoir. Une journée encore se termine sur le Sahara. Plus loin, le soleil se couche derrière la palmeraie, le soir tombe un peu mélancolique, plein d'une attente mystérieuse. Et paradoxalement, c'est une flamme nouvelle qui jaillit au milieu du désert. Quel sera l'avenir de cette énergie arrachée aux entrailles du sol à des centaines de kilomètres des lieux habités? L'Europe ne produit que 7% du pétrole dont elle a besoin. Ici, c'est le Sahara. La technique la plus moderne s'est implantée en ces lieux. Une intense compétition se développe. À Simessaoud, à Zarzaïtine, à Edgelé, au Djebel Berga, à Sirmel, les spécialistes s'affairent. À la suite des géophysiciens et des géologues, les foreurs sont au travail. Il a fallu dresser ces derricks, transporter depuis la métropole ces lourdes pièces mécaniques, mais déjà, en dépit des obstacles techniques, des conditions climatiques, des distances énormes, déjà, le pétrole brut ou le gaz jaillissent. Le Sahara, province pétrolifère, voit s'ouvrir un immense avenir technique, placé sous le signe de la volonté réfléchie du modernisme, du dynamisme. Une telle entreprise saurait-elle se contenter des anciennes pistes chamelières? C'est pourquoi les hommes tracent à présent les nouvelles routes du Sahara. Un énorme chantier s'est ouvert. 2 milliards de francs ont été nécessaires pour mettre ce matériel en action entre Assi-Belguébour et Fort-l'Allemand. Sur 30 km, les engins monstrueux travaillent à la chaîne, se succèdent de façon continue sur le terrain. D'abord, le sol est surélevé, les lourdes machines le tassent, le mouillent, l'égalisent. Ainsi est constituée une première épaisseur. Ensuite, c'est une deuxième couche plus dure que l'on entreprend. Pour cela, un mélange de sable et de lignosulfite est constitué, malaxé.
Concurremment, le bitume arrive de Tougourt par camion. Toute une installation se charge de le réchauffer, de le mélanger au sable. Ce nouveau mélange est ensuite livré aux bennes de distribution. À la vitesse d'un homme au pas, une nouvelle machine procède à l'épandage. C'est la dernière couche. La surface est égalisée, les deux voies parallèles se raccordent parfaitement. La route, qui permettra les grandes vitesses et les lourdes charges, se construit ainsi à raison d'1 kilomètre par jour. Pourtant, la voie normale d'acheminement du pétrole, c'est le pipeline. Le voici en pointillé. Ces éléments, de 24 mètres de long et de 63 cm de diamètre, sont apportés, manipulés, assemblés. Le poste de soudure est amené à pied d'œuvre. La qualité et la rapidité de ce travail sont capitales. 4 soudures superposées sont nécessaires. Le soudeur est un personnage important du chantier. Mais le travail est loin de se terminer ainsi. Il faut apprêter le tube. Cet engin rotatif le polit et l'enduit de goudron. Puis il faut l'enrober de papier et de toile de verre. Parti d'Assim Messaoud, ce cylindre couché dans le sable alimentera les navires pétroliers du port de Bougie. Le Serpent avance de 4 km par jour. Aussitôt en place, il sera doublé, puis triplé.
En 1963, il évacuera 14 millions de tonnes par an. Une fois la convoitise de l'or noir satisfaite, le Sahara retrouvera-t-il sa romantique solitude? Depuis des siècles, la végétation est soumise à l'irrégularité des pluies et aux caprices des ouèdes. La palmeraie, jadis luxuriante, sera-t-elle irrémédiablement envahie par les sables? Ces arbres qui s'isolent pour attendre la mort se parent d'une beauté étrange. D'autres se serrent encore pour retarder leur dessèchement. Certes, tant que la nappe aquifère ne s'évanouit pas dans les profondeurs, l'homme entretient les puits ancestraux. Mais les systèmes traditionnels sont avares du précieux liquide et c'est au prix d'un labeur incessant que la vie végétale se maintient. En face des besoins immenses, ce n'est là qu'une goutte d'eau. Mais les forages profonds n'ont pas fait surgir que le pétrole. Le sous-sol recèle un immense lac, une réserve estimée à 60 milliards de mètres cubes. À Ouargla, ce puits albien fait monter de 1300 mètres de profondeur 50 000 litres d'eau à la minute. Une vingtaine de ces forages sont en cours. Il suffit désormais d'ouvrir une vanne, l'eau coule, abondante et porteuse de promesses. Tour à tour, lente ou rapide, les canaux la conduisent, la distribuent. Elle abreuve les racines, la sève monte. La palmeraie retrouve une vie nouvelle. C'est ainsi que s'opère la symbiose de l'eau et du soleil. L'homme, libéré de la servitude des puits, s'affaire dans la palmeraie. C'est l'époque de la cueillette. Chaque palmier produit de 50 à 100 kg de fruits, soit annuellement 200 000 tonnes pour l'ensemble des palmeraies sahariennes. La datte est un fruit avantageusement apprécié dans le monde entier et le marché est loin d'être saturé. Après le conditionnement, les caisses entrent dans le circuit commercial. La route les conduira bien loin. Mais l'homme ne se contente pas de faire vivre les anciennes palmeraies. Cette ferme pilote de 90 hectares est financée par l'État. Elle étudie les cultures propres à s'adapter au sol et au climat saharien. Lorsqu'elle sera arrivée à l'âge de l'exploitation, elle sera divisée en lots d'1 hectare à raison de 120 palmiers par hectare. Chaque lot sera attribué à une famille locale et fera vivre 5 personnes. L'irrigation va permettre la mise en culture de 30 000 hectares de désert par la création de 1500 nouvelles oasis de 200 hectares chacune.
Ici, les Chambas apprennent comment se cultivent les plantes potagères, la plupart nouvelles pour eux, asperges, artichauts, navets. Autre part, la terre produira les céréales, le blé, l'orge, le sorgho, le maïs ou même les cultures industrielles, tabac, henné, coton. Cet homme qui avance d'un pas tranquille, imagine-t-il ce que sera le Sahara de demain? Car cette torche, c'est une étoile nouvelle au ciel saharien. Les efforts se conjuguent à l'appel de la France. Il fallait des milliards pour empêcher cette immense région de mourir. Le pétrole, sans même des nations civilisées, est source de vie. Il ouvre la voie de l'avenir. Ici, comme ailleurs, la nation française se fait. De même que les travaux agricoles, les activités techniques rassemblent les hommes sous le derrick, sur le chantier. Pour le bien commun, c'est une œuvre de paix et de prospérité qui commence. Mais si les occupations pastorales et agricoles se poursuivent, si les ouvriers et les techniciens s'affairent autour de leurs installations, il est aussi l'heure d'une autre activité et d'une autre renaissance. Ce jeune instituteur est venu pour cela. Ces enfants qui se précipitent, c'est toute une génération qui monte. Cette cloche les appelle vers leur avenir. Si le sable est désaltéré, ces jeunes cerveaux ont besoin et soif de connaissances. En toute confiance, ils attendent. Serait-il possible que leur attente soit déçue? Attentifs, étonnés, sérieux, amusés, rieurs, malicieux. Entre des milliers et des milliers d'autres enfants, ils ont leur place toute trouvée. Ils seront les hommes nouveaux de ce pays moderne et rajeuni que devient la Grande France.